Invitée de Face au Presse Club, aujourd'hui, la maire de Paris est candidate à sa propre succession. Bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Merci. Je vais vous présenter en quelques mots, même si on a l'impression de vous connaître tout de même un petit peu. Vous êtes né il y a 60 ans à San Fernando, dans l'Espagne du général Franco. Vous avez émigré à l'âge de 3 ans avec vos parents. Vous avez grandi à Lyon, où vous avez fait une partie de vos études, titulaire notamment d'un DEA de droit social et syndical. Vous faites partie des très rares femmes à l'époque admises au concours national de l'inspection du travail. Vous vous installez à Paris en 1991, politiquement... Non, avant 84. Ouais. 84, ben, vous voyez, mes infos sont pas bonnes. Politiquement, vous adhérez au PS en 94, Ouais, c'est bien ça, c'est vrai. Hein, vous êtes très actif, vous allez travailler notamment avec plusieurs ministres, citons peut-être Martine Aubry, Marie-Élise Lebranchu. En 2001, vous êtes élue à Paris, dans le 15e, conseillère d'arrondissement, nommée... Est-ce que vous êtes nommée dès 2001 première adjointe? Absolument. Donc, première adjointe de Bertrand Delanoë, vous êtes aussi élue conseillère d'Île-de-France en 2004, et puis le 5 avril 2014, vous vous souvenez de cette date? Parfaitement. Vous maire êtes de élue Paris. maire de Paris, première femme à accéder à ce poste depuis. Alors, ça peut dire que vous n'avez laissé personne indifférent, hein. On peut dire que vous n'avez pas eu peur de prendre des décisions clivantes. Certains vous adorent, louant votre politique clairement ancrée à gauche. Pour d'autres, votre nom est synonyme d'embouteillage monstrueux et vous rend responsable de tous les maux de la capitale. Merci d'être au Presse Club aujourd'hui. On a envie effectivement de mieux vous connaître, de savoir aussi peut-être à quoi pourrait ressembler un deuxième mandat. Vous allez être interrogé par Karine Bécard du service politique de France Inter et Nicolas Maviel, responsable des pages Paris du Parisien. Mais une fois n'est pas coutume, Isabelle Hidalgo, c'est moi, Isabelle Hidalgo. Non, jusque-là, tout va bien. Voilà, alors voilà. Donc, Sigmund, si tu m'entends, Il y a qu'est-ce un que ça truc. veut dire? Non, ma femme sais pas s'appelle qui est Anne, Isabelle. alors je ne sais pas pourquoi, donc Chez voilà. moi. Ne lui dites pas. Anne Hidalgo, une fois n'est pas coutume, je vais donc vous poser la première question, et je prends ma casquette de président du Presse Club pour ce faire, parce qu'il y a quelques jours, le Figaro vous prêtait des propos pas très amènes à l'égard de notre profession. Alors, je cite le Figaro qui vous citait. Je n'en peux plus de ces journalistes, je les déteste avec leurs questions. Franchement, vous pourriez m'épargner. Vous n'aimez pas les journalistes? Écoutez, d'abord, parfois les sources méritent quand même d'être précisées. Et là, je ne parle pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a évidemment des convictions, mais beaucoup de respect pour les uns et pour les autres. Et je n'ai aucune détestation pour des personnes en raison de ce qu'elles sont ou de leur profession. Les journalistes font un travail complexe, difficile, dans le monde qui est celui que nous connaissons. Aussi complexe et difficile que les femmes et hommes politiques. Et puis voilà, ensuite, chacun prend ses responsabilités et fait son travail comme il l'entend. Mais vous avez pu être agacé de temps en temps quand même. Vous connaissez des politiques qui ne sont jamais agacés par les journalistes? Citez-moi, je serais ravie de les connaître. Mais ça fait partie du boulot, voilà. Je pense qu'on est chacun dans nos rôles. Moi, je suis dans mon rôle. Je ne suis pas une commentatrice de la vie politique. Je ne suis pas là juste pour être dans l'image qu'on attend de moi, les journalistes. Mais je suis là pour faire un travail, une mission auprès des Parisiennes et des Parisiens. C'est important que les journalistes soient là pour faire la critique de ce que les politiques font. Pour relayer aussi parfois ce qu'ils font de bien, de pas bien, et chacun dans son rôle et tout va bien. On ne vous fera pas dire que vous aimez quand même les journalistes. Mais pourquoi vous dites ça? Enfin, vous avez vraiment besoin qu'on vous dise qu'on vous aime? Oui. Eh ben, je Mais vous oui, aime. oui, Je Anne vous Hidalgo, aime. on a besoin d'être Je vous aimé. aime. Les politiques aussi ont besoin d'être aimés. Mais en 18 Karine ans, Bécard. parce que vous êtes effectivement élu de Paris depuis 2001, en 18 ans, 19 ans, vous avez sans doute vu notre métier sacrément changer ou notre relation vraiment. sacrément changer. Comment est-ce que vous pouvez... J'ai vu votre métier d'abord se précariser beaucoup. J'ai vu la pression s'exercer sur la production de textes, de papiers, d'articles, évidemment sous l'impulsion de l'arrivée du net et des réseaux sociaux. J'ai vu effectivement tout ce qui pouvait avoir trait à la formation des journalistes, à l'esprit critique, à la nécessité de poser les éléments d'un débat
peut-être pas chez tous, hein, évidemment, mais sous la pression de l'urgence et de l'actu, se modifier beaucoup. Je pense que ça fait partie d'ailleurs des sujets un peu de frustration entre journalistes et politiques, hein, de se dire on est tous pris par l'urgence et en fait qui décide de l'urgence, qui décide de l'importance d'un sujet, comment on place un sujet sur le haut de la pile, tout ça je l'ai vu vraiment beaucoup changer. J'ai vu aussi dans le rapport aux politiques, mais ça c'est pas juste les journalistes, c'est aussi d'une façon plus générale, le fait que depuis 15-20 ans, le politique au sens large, les femmes et les hommes politiques et la chose dont ils traitent, a été beaucoup abîmé, c'est-à-dire très souvent par les politiques eux-mêmes, hein, voilà, mais aussi présenté d'une façon extrêmement négative, comme si faire de la politique était quelque chose de pas bien, de pas intéressant. On a vu un moment, d'ailleurs, ça je me souviens, c'était en gros il y a 15 ans, tout d'un coup, l'engagement associatif devenait quelque chose de très valorisé, l'engagement politique de très dévalorisé, comme si toutes les femmes et les hommes politiques qui choisissaient de s'engager pour leurs idées, pour un parti, certains, faisaient quelque chose qui était dévalorisant. Et je trouve qu'en fait, c'est un mouvement global, hein, ce n'est pas les journalistes qui l'ont dicté, ce n'est pas les politiques non plus, c'est quelque chose dans lequel peut-être on s'est nourri de façon négative les uns et les autres, pour arriver finalement à constater aujourd'hui, c'est-à-dire en gros 20 ans après ce mouvement-là, la fragilité de notre démocratie et la nécessité de revenir à des rapports qui soient des rapports de respect mutuel. Faire de la politique, il y a évidemment en politique des femmes et des hommes qui sont en dehors des cadres de la loi et ça n'est pas bien. C'est pareil dans toutes les professions. Elles sont un peu plus exposées que les autres, donc ça se voit plus. Mais je pense qu'il faut réhabiliter le politique, vraiment réhabiliter le politique. Et pour ce faire, il faut que chacun rehausse son niveau d'exigence. Les politiques, dans ce qu'ils présentent, dans ce qu'ils proposent, dans leur attitude, dans ce qu'ils font, et aussi évidemment les journalistes dans le fait que analyser ou commenter la chose politique n'est pas, c'est pas un spectacle qu'on commande, c'est la vie des gens. Quand on prend des décisions en matière d'emploi, quand on prend des décisions dans plein de domaines, on touche directement la vie des gens. Donc peut-être revenir à quelques fondamentaux ferait du bien à la démocratie. Alors on va parler justement de vos décisions, de cette campagne. Dernière ligne droite, dernière semaine, avant le premier tour en tout cas, une campagne complètement percutée par cette épidémie du coronavirus. Vous avez fait le choix, il y a quelques heures, de ne pas faire ce meeting, ce dernier meeting de campagne jeudi soir. Rachida Dati prend une décision, une de vos rivales à droite, les Républicains, prend une décision complètement inverse. Elle maintient son meeting de ce soir. Qui a tort, qui a raison dans cette histoire ? D'abord, vous savez, je suis aussi maire en exercice dans cette énième crise que nous avons à traverser, mais une crise sanitaire qui est une crise importante, parce qu'elle va toucher encore plus de monde, elle est létale, enfin ce virus est très dangereux pour les plus fragiles d'entre nous. Je pense évidemment aux personnes âgées, je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes de défense immunitaire ou des problèmes respiratoires. Donc, je suis aujourd'hui en exercice de maire aussi sur ce sujet-là et le maire doit donner l'exemple. La maire que je suis doit donner l'exemple. D'abord parce que une crise sanitaire de cette nature, elle doit se gérer de façon extrêmement millimétrée, avec une organisation quasi militaire entre les services de l'État et les services d'une ville comme la nôtre. Nous devons, et c'est ce que nous faisons, je sors d'ailleurs d'une réunion à la préfecture de police, c'est le préfet de police, préfet de zone qui est le chef de toutes les opérations. Et évidemment, nous travaillons ensemble. Et nous devons être extrêmement précis, sérieux, à la fois pour informer la population sur ce qui se passe, et une mairie est gestionnaire d'un certain nombre de lieux
des écoles, des crèches, des EHPAD, des lieux pour les personnes sans abri, bref, de tous ces lieux de proximité qui sont des points de contact avec les habitants, qui doivent nous permettre de faire de l'information et de recueillir aussi de l'information. Et une mairie, son rôle, c'est de protéger, et notamment de protéger les populations les plus fragiles. Donc, il faut être exemplaire. Bon, je ne vais pas critiquer la décision de Rachida Dati, mais je pense que dans des situations de crise, et notamment de crise sanitaire, il vaut mieux appliquer les règles. Rachida Dati ne donne pas l'exemple, en tout cas. Écoutez, elle a décidé de porter la jauge à 900 alors que c'est à 1000. Elle est libre de ses décisions et je ne suis pas là pour commenter ce qu'elle fait. Mais moi, en tant que maire, j'ai décidé, en tant que candidate, d'annuler le meeting que nous avions prévu cette semaine à Japy, qui était autour d'une jauge de 1000 personnes. Alors justement, vous vous placez en tant que maire de Paris. Dimanche, c'est le premier tour des élections. J'imagine qu'autour du coronavirus, il y aura des mesures à prendre. Beaucoup de lieux de vote sont des écoles ou des mairies. Qu'est-ce qui est prévu un peu à Paris pour l'instant ? D'abord, c'est le sujet qui a occupé l'essentiel de notre réunion tout à l'heure à la préfecture. J'ai écrit vendredi dernier au ministre de l'Intérieur en posant un certain nombre de questions assez précises après une réunion que j'ai faite avec les maires d'arrondissement, puisque nous avons la charge de l'organisation du scrutin, évidemment dans un cadre qui est défini par la loi. Il y a des questions très très concrètes qui se posent sur comment on organise la progression des citoyens vers jusqu'à l'urne pour qu'ils puissent voter, comment on met en place toutes les mesures, ce qu'on a appelé et les gestes barrières et les mesures de prévention, notamment lavage des mains, gel et solutions hydroalcooliques pour pouvoir se nettoyer les mains, comment on fait jusqu'au moment où on va prendre le stylo pour signer, etc., etc. Donc on est en train de travailler sur ces mesures très concrètes. J'ai écrit au ministre de l'Intérieur. Je ferai une conférence de presse jeudi après la réunion de la cellule de crise quotidienne que nous avons à la ville de Paris avec les maires d'arrondissement pour dire voilà comment va se dérouler le vote. Notre objectif, évidemment, c'est de permettre à cet exercice démocratique majeur de se dérouler dans les meilleures conditions. On a un sujet qui est évident, qui est que l'organisation du scrutin en France, elle s'appuie sur des assesseurs, des présidents de bureaux qui sont des citoyens, qui sont des militants, qui sont des femmes et des hommes membres d'associations qui participent à la vie démocratique. Nous savons qu'il va y avoir un certain nombre de désistements. Donc nous sommes en train, là, d'ores et déjà, au moment où je vous parle, à la mairie, d'organiser une réserve citoyenne et de fonctionnaires de la ville qui eux-mêmes ne présentent pas des risques au sens où ils n'ont pas de déficience immunitaire ou de problèmes respiratoires, en tous les cas qu'ils pourront être mobilisés pour pouvoir assurer les différentes étapes du scrutin, présidence et assesseurs, et dépouillement, parce que le dépouillement, c'est aussi un moment très important, vous le savez, où on sollicite les citoyens, ça c'est aussi la beauté de notre système démocratique, on sollicite les citoyens pour être les scrutateurs. Là aussi, on peut imaginer que peut-être un certain nombre d'entre eux hésiteront à être scrutateurs, donc on est en train d'organiser là aussi une réserve citoyenne pour pouvoir évidemment avoir des bureaux de vote absolument complets pour pouvoir ouvrir les bureaux. Chaque année, chaque élection, on peut avoir dans tel bureau, s'il y a une personne malade... Ça n'aurait pas été plus sage de décaler ces élections municipales ? Vraiment non, je crois qu'il faut qu'on soit capable aussi de montrer qu'on peut vivre. C'est une épidémie, c'est une épidémie mondiale, la première à ce point mondialisée, sans doute. Parce qu'il y a quand même la question aussi des électeurs, il faut qu'ils viennent voter. Bien sûr. S'ils désertent les unes, ça va être un vrai problème. 28% d'abstention. J'ai vu ce sondage IFOP. Il faut aussi qu'on puisse rassurer évidemment les citoyens sur le fait que ces mesures sont prises, ces mesures de protection sont prises et que ce soit un vrai
beau moment démocratique aussi. Alors, bien sûr, dans un contexte, on n'a jamais vécu ça dans le pays, hein, évidemment, dans un contexte très, très particulier, je pense que notre rôle, c'est vraiment à la fois d'informer, d'être totalement transparent sur l'information et en même temps de rassurer, évidemment. Mais vous savez, il y a le sujet de la vie démocratique, mais il y a aussi le sujet de la vie économique hein, qui va être très, très lourdement impacté. On le voit, pas simplement à Paris, mais partout dans le monde. Donc, on va affronter, là encore, un certain nombre de défis où il va falloir être résilient. Et les Parisiens ont montré qu'ils étaient très résilients. Ils l'ont montré notamment au moment des attentats. J'étais là avec eux. J'ai vu la capacité aussi avec laquelle ils se sont relevés. Et la résilience, c'est cette capacité justement à d'abord être en confiance avec ces institutions et les informations qui sont données. Et c'est aussi cette capacité à se projeter dans l'avenir. Et j'espère, en tous les cas, on y travaille. Et jeudi, je serai amenée à apporter des précisions. Alors justement, jeudi, vous exprimerez en Nicolas tant que maire de Paris. Bien sûr. Maintenant, je vais peut-être davantage m'adresser à la candidate, à sa propre succession. Qui dit coronavirus dit certes mesures de sécurité, mais dit risque énorme d'abstention. Aussi bien à gauche qu'à droite. Est-ce que vous, candidate, c'est quelque chose qui vous angoisse par rapport à votre électorat ? En tous les cas, c'est moins par rapport à mon électorat que par rapport à l'exercice démocratique. C'est clair qu'une élection, on a tous envie qu'il y ait un maximum de votants et j'espère qu'il y aura un maximum de votants parce que c'est important. Enfin, quand on aime la politique, quand on aime justement l'engagement politique et citoyen, on souhaite qu'il ne soit pas porté par quelques-uns. Évidemment que pour moi, le message va être aussi un message, pour ça que je pense qu'il doit être très précis, très concret, et je le ferai jeudi, pour dire dans quelles conditions va se dérouler ce scrutin, et que chacune et chacun peut venir, en prenant les précautions évidemment d'usage qui seront recommandées, et nous prendrons aussi ces précautions, venir pour participer à un moment de la vie démocratique. Bien sûr que la question de l'abstention est une question qui concerne aujourd'hui absolument tous les candidats, mais aussi les citoyens. Mais à nous de leur montrer aussi quelles sont les mesures qui sont prises pour pouvoir faciliter ce scrutin dans de bonnes conditions. Karine Bécard. Observons un petit peu cette campagne qui a été courte. Les premières intentions de vote, vous situez à l'automne dernier, alors que vous n'étiez pas encore candidate, autour de 24%. Vous avez été officiellement candidate à partir de la mi-janvier. Et si on observe bien aujourd'hui, vous êtes, pour ainsi dire, toujours autour de 24%. On a l'impression que finalement, il n'y a pas eu de campagne, que c'est comme si cette campagne n'avait pas existé, pardonnez-moi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Pourquoi aujourd'hui, on en est toujours à ce socle de 24% et pas plus, finalement? D'abord, ce sont des sondages qui mesurent des intentions de vote sur l'ensemble de Paris. Je pense que ce que disent ces sondages, c'est comment le paysage politique a évolué après 2017 et comment ce paysage politique aujourd'hui présente une offre qui est en fait deux familles, la gauche et la droite, plus une famille qui s'est constituée après 2017 et cela montre un rapport de force ou un positionnement de l'électorat par rapport à ces trois familles-là qui ne bougent pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez permanent. Parce que même s'il y a trois socles, on pouvait imaginer qu'à un moment donné, vous alliez décoller. Ben non, vous décollez pas. Même quand David Béliard, l'écologiste, perd quelques points, vous les récupérez pas. D'abord, je ne vais pas commenter les sondages. On commentera le résultat des élections, ce qui sera quand même plus sérieux. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement eu un changement important en 2017 dans la vie politique. Je constate aussi par rapport à des élections comme les européennes que ma famille politique était à 6%, c'est ça? Donc vous êtes bien au-dessus. Je constate que au moment des législatives, voilà, 2017, ma famille politique était
laminé. Je constate que scrutin après scrutin, en fait, la façon dont on crédite l'équipe qui est la mienne n'est pas exactement celle dont on crédite les formations politiques si on les mesure sur un scrutin national ou européen. Donc voilà, donc pas d'inquiétude. Je pense, écoutez, d'abord, si vous voulez, on ne fonctionne pas tous comme ça. Voilà, moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce qui m'importe dans une élection, et en plus en étant la maire qui a accompagné le destin des Parisiens pendant 6 ans, c'est évidemment, bien sûr, d'expliquer ce qui, dans le bilan, mérite encore d'être expliqué, et puis surtout de projeter, c'est-à-dire à partir de ce qu'on a fait, où on va maintenant, qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que le rôle du politique n'est pas simplement de faire le commentaire d'intentions qui sont aujourd'hui proposées par les différents instituts de sondage, mais surtout de s'intéresser au fond. Moi, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est ça. Sinon, j'aurais fait autre chose de ma vie, j'aurais pu faire tout à fait autre chose et j'en avais l'opportunité. Et donc, l'important, c'est ce que l'on a fait, pourquoi on l'a fait, au nom de quelles valeurs, de quelle analyse, la lutte contre la pollution, la question de la mixité sociale à Paris, le rapport que j'ai aussi posé sur les questions de participation citoyenne et de démocratie, par exemple avec le budget participatif, et vers où nous allons aller, quel est le chemin qui s'offre aux Parisiens. Et ce chemin-là, je l'ai dit, ma proposition, elle est claire d'ailleurs, avec un rassemblement très très large de femmes et d'hommes qui sont pour certains encartés, pour d'autres pas encartés dans des formations politiques, mais qui partagent des valeurs progressistes, humanistes, écologiques et qui considèrent que l'écologie, c'est le socle, et évidemment avec sa dimension sociale, puisque dans mon équipe, nous ne distinguons pas l'écologie du social. Voilà. Alors, Nicolas Maviel. Justement, vous parliez de fond, vous parlez d'écologie, ça tombe bien. Comprenez-vous l'intérêt d'une liste autonome menée par David Béliard du côté des écologistes pour le premier tour ? En fait, c'est une grande tradition à Paris. Les écologistes, le parti des écologistes a toujours été en liste autonome au premier tour des élections. C'était le cas en 2001, le cas en 2008, le cas en 2014 et c'est le cas en 2020. Et ça, c'est quelque chose qui d'ailleurs, pour nous, n'était pas du tout en débat. Je pense que c'est intéressant d'avoir... nous sommes dans la même majorité aujourd'hui. Nous dirigeons ensemble cette ville depuis 2001 et il n'a jamais été question dans nos discussions qu'ils renoncent à cette logique qui est la leur et leur choix et leur liberté de présenter une liste autonome. La tradition, c'est aussi que les écologistes se rallient à votre panache après le premier tour. Vous avez des assurances en la matière ? Mais d'abord, là aussi, il faut laisser parler les électeurs pour le premier tour. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes partenaires. On a des différences, évidemment. Sinon, David Béliard, c'est un partenaire. Bien sûr, c'est un partenaire. Aujourd'hui, nous dirigeons ensemble Paris. Et c'est un partenaire. Et nous avons, et je suis fière d'ailleurs du bilan que nous avons ensemble. Maintenant, je respecte, le choix qui a été le leur. Et deux, je respecte aussi le choix que feront les électeurs au soir du premier tour. Et au soir du premier tour, on verra quels sont les rapports de force. Cédric Villani n'est pas un partenaire au sens où il n'est pas aujourd'hui dans une gestion avec nous. Il n'est pas élu de Paris. Il a été président de votre comité de soutien. Bien sûr, et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'affection. Je l'ai dit à l'issue notamment du premier débat la semaine dernière, que se dessine quand même de chemin pour Paris. Il y a un chemin avec des candidates et candidats qui considèrent que l'écologie, c'est une punition, que l'écologie, c'est de l'idéologie, ou que l'écologie, au mieux, c'est dans l'air du temps, donc il faut en parler parce que c'est dans l'air du temps. Et qui ne pose pas du tout la question de l'écologie comme un élément fondamental de leur projection dans l'avenir. Et qui, par ailleurs, ont un certain nombre de similitudes
parce que la question du logement social ne figure pas du tout au cœur de leurs priorités. Puis il y a un autre chemin qui est, je dirais, pour faire vite, une espèce d'approche plus progressiste dans lequel l'écologie joue un rôle, avec des nuances. Hein. Il y a des nuances, évidemment, voire même des différences. Hein. Il y a des grosses nuances, parce que Cédric Villani, il a quand même un plan à 5 milliards d'euros. Est-ce que vous seriez prêt à signer pour ce plan-là pour D'abord, je ne sais pas ce qu'est son plan à 5 milliards d'euros, donc je ne vais pas vous dire ici je signe quelque chose qui pèse 5 milliards d'euros sans avoir discuté avec les intéressés. Mais toujours est-il que sur la question de cette projection, placer l'écologie comme un élément incontournable et fondamental. La question du social, pour moi, elle est cruciale aussi, hein, parce qu'on ne peut pas décréter de l'écologie et puis le faire contre notamment les classes moyennes ou les catégories populaires. Mais il y a un souci dans ce groupe qui semble plus intéressé, en tous les cas considérer que l'écologie est fondamentale. Il y a une volonté de préparer l'avenir et de préparer l'avenir de nos enfants. Donc je sens aujourd'hui ces deux familles qui ne sont pas des familles politiques, hein, mais ces idées qui sont portées par des candidats différents. Eh bien, on verra au soir du premier tour. Donc vous pourriez vous entendre avec Cédric Villani. On verra au soir du premier tour vers où veulent pencher les uns et les autres. Mais ce sont les Parisiens qui, par la force qu'ils donneront à tel ou tel dès le premier tour, indiqueront le chemin qu'ils veulent suivre. Et Danielle Simonet de la France Insoumise, elle fait partie de la famille Vous savez, en 2014, nous n'avons pas fait alliance avec Danielle Simonet qui s'était maintenue dans le 20e arrondissement. Donc on est sur autre chose, on est sur une approche différente, mais elle a des fondamentaux, des positions qui sont claires. Mais en 2014, nous n'avons pas fait d'alliance avec elle. Alors, vous avez parlé à plusieurs reprises donc, de l'aspect social de votre programme. Malgré tout, on parle beaucoup de ces familles parisiennes qui sont obligées de quitter Paris parce que Paris est trop cher pour elles. Ces fameuses classes moyennes. Ces classes moyennes, qu'est-ce que vous avez fait pour elles pendant 6 ans? Pourquoi, malgré tout, beaucoup ont dû quitter Paris? Et comment est-ce que vous imaginez, espérez réussir à les récupérer sur les 6 prochaines années si vous êtes réélu, effectivement? D'abord, partons de la sociologie parisienne. Hein. Les Parisiens, 80% des Parisiens sont des classes moyennes et catégories populaires. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un rapport de la Pure sur la base d'une étude de l'OCDE sur la place des classes moyennes dans les grandes villes. Donc on a un pourcentage de classes moyennes et de catégories populaires qui est très très nettement supérieur d'ailleurs à ce qu'on peut observer dans d'autres grandes capitales. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que depuis 2001, on a posé une politique qui a été très critiquée et très combattue. On a la mémoire courte, mais quand même, je me souviens avec Bertrand Delanoë, quand on a commencé à faire du logement social dans le 16e, de quoi on s'est fait traiter. Mais toujours est-il que cette politique sur du long terme, c'est-à-dire quand même de 2001 à 2020 aujourd'hui, nous a permis de mettre des moyens conséquents pour maintenir des classes moyennes et des catégories populaires à Paris. Nous sommes à 23,6% de pourcentage de logement social à Paris. Ça veut dire qu'il y a 550 000 personnes qui vivent à Paris parce qu'elles sont aidées sur le logement, pas par une aide type APL, mais par une aide type des loyers à 12 € le mètre carré. C'est ça, hein, le logement social, comparé aux logements privés qui sont autour de, entre 25 et 30 € le mètre carré, en location, hein, j'entends. Donc, évidemment que cette politique-là a permis de conforter une population de classe moyenne et de catégories populaires dans Paris. Paris a toujours été une ville... On vous dira que c'est les classes moyennes inférieures et les classes les plus déshéritées qui ont été le plus aidées. Non. Que quand on est une classe moyenne un tout petit peu supérieure, c'est pas possible d'avoir un logement social à Paris. C'est faux, puisque en fait, dans le logement social tel que nous l'avons proposé à Paris, nous avons veillé sur chaque programme à faire 3 tiers à égalité. Un tiers pour l'hébergement d'urgence, pour vraiment les très fragiles, hein, les personnes qui vivent de revenus
de l'assistance, un tiers pour des catégories populaires, en gros un couple qui gagne l'équivalent du SMIC et qui a besoin d'être aidé pour se loger, et un tiers pour les classes moyennes. Et vous savez, le plafond de ressources pour accéder au logement social, dit social et intermédiaire à Paris, il est de environ 7 000 €. Je serais plus précise si j'avais les chiffres sous les yeux, mais c'est autour de 7 000 € pour un couple avec 2 enfants. Donc on est vraiment dans cette volonté à Paris de maintenir et d'aider à égalité ces 3 catégories de population qui sont extrêmement importantes. Par ailleurs, sous mon mandat, nous avons développé beaucoup de programmes. Je pense à des programmes, celui qu'on est en train de développer à Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e, avec la PHP d'ailleurs, des programmes comme la caserne des Minimes dans le 3e arrondissement de Paris, où là nous avons ouvert ces programmes essentiellement à des agents des services publics, hôpitaux, mairies, tous ces services essentiels, policiers, etc. Et nous avons aussi ouvert évidemment au secteur privé et à toutes celles et ceux qui font vivre la ville par leur travail. Donc aujourd'hui, ceux qui expliquent qu'il ne fallait pas faire ça, en fait, ils expliquent qu'il ne fallait pas intervenir par le biais du logement social. Ils nous disent d'ailleurs les mêmes qu'il ne fallait pas faire l'encadrement des loyers parce que ça allait faire monter les prix dans le privé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je constate ? Par exemple, qu'une ville comme Londres regarde la politique de Paris et met en place une politique du logement social et veut mettre en place l'encadrement des loyers. Je regarde que New York, qui est une ville que j'aime beaucoup, avec un maire très progressiste, mais qui n'a pas les outils que j'ai, moi, en matière de logement. Il est à 6% de logement social dans une ville comme New York et à 17 000 € le mètre carré. Voilà, je constate que le choix que nous avons fait en 2001 et que nous avons confirmé en 2014 et que je veux poursuivre après 2020, et le choix qui permet justement aux catégories populaires et aux classes moyennes, les vraies classes moyennes, je ne suis pas en train de vous donner une définition erronée. Il n'y a pas que le logement, en fait. Alors, la vie à Paris est chère. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pour toutes ces familles moyennes ? Bien sûr, et vous avez raison, ça c'est un sujet très très important. Quand même, le logement, c'est la principale dépense pour un ménage parisien. Ça peut aller jusqu'à 40, voire même pour certains 50% de ses revenus. Donc agir sur le logement, c'est agir aussi sur évidemment le pouvoir d'achat de ces familles. Ensuite, le deuxième poste de dépense, c'est l'alimentation. Sur l'alimentation, qu'est-ce que nous avons fait ? Pour maintenir ces catégories populaires et les classes moyennes à Paris, c'est travailler notamment dans tout ce qui est restauration collective, et je pense évidemment à nos crèches et à nos écoles, sur des tarifs de cantine qui soient des tarifs qui permettent à toutes les familles de pouvoir faire manger leurs enfants à l'école. Le tarif le plus faible, il est à 13 centimes pour les catégories très très modestes, mais il y a plus de... Enfin, je vais vous dire une bêtise parce que je n'ai plus le chiffre complètement en tête, mais le nombre d'enfants à Paris qui bénéficient d'un tarif à moins de 1 € est un nombre très important. Je crois qu'on doit être autour de 18% des enfants qui bénéficient de ce tarif. Donc, agir sur la restauration scolaire et les niveaux et de qualité de prestation, mais aussi de coût des repas. Agir sur le transport, sur l'alimentation. On a aussi ouvert des halles alimentaires qui sont des lieux, et je vais en ouvrir d'autres si les Parisiens nous font confiance, qui sont des lieux producteurs, consommateurs, où on peut évidemment se fournir en produits bio et à des prix abordables. Le transport. Transport, c'est aussi une charge très importante. Qu'est-ce que j'ai fait sur la question du transport ? J'ai dit, on laisse de côté et on ne va pas aller, nous, sur le terrain, des aides pour les salariés qui bénéficient déjà de remboursement transport. Donc, on va regarder tous ceux qui ne bénéficient d'aucun remboursement transport. D'abord, les personnes âgées. Les plus de 65 ans
sous condition de ressources, mais quand même 2 200 € pour une personne et un peu plus de 3 000 pour un couple, on a une proportion très importante de nos seniors qui ont pu bénéficier, depuis 2 ans maintenant, de la gratuité des transports. C'est une aide au pouvoir d'achat. Parce qu'ils me l'ont dit à l'époque, ils m'ont dit vraiment, aidez-nous. Nous, on veut être présents dans la vie sociale, on s'occupe de nos enfants, de nos petits-enfants, et on doit payer le transport, c'est trop cher dans notre porte-monnaie, donc aidez-nous. Ce qu'on a fait. Les familles aussi. J'ai mis en place, là, dès la rentrée dernière, la gratuité pour tous les enfants de 0 à 11 ans. Avant, c'était juste de 0 à 4 ans. De 0 à 11 ans, la gratuité. Et je propose, ça c'est dans mon programme pour 2020, la gratuité totale jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire prendre en charge intégralement la carte imaginaire qu'on a déjà financée, puisqu'aujourd'hui, à Paris, elle revient à 175 € par enfant au lieu de 350 € par an. Oui, par an et par enfant. Mais là, ça sera une gratuité totale. Donc, des mesures de gratuité. Des mesures aussi, des aides sociales. Je pense à des situations particulières, les familles monoparentales qui ont besoin d'un soutien au logement ou qui ont besoin aussi, et ça je le propose, de chèques garde d'enfants pour pouvoir aussi bénéficier de temps un peu pour être soulagés. Les EHPAD. Pour les personnes âgées, des EHPAD publics. Il y en a combien, Paris ? Il y a en tout, public-privé, on doit avoir autour de 200 établissements, mais on a proposé à Paris notamment des établissements pour des personnes qui, d'ailleurs, pour celles qui ont un reste à charge très faible, sont vraiment admises dans nos résidences et EHPAD. On a tout un dispositif pour les personnes âgées, les retraités, de restaurants solidaires qui sont à des prix, là aussi, en fonction du revenu de la personne, mais qui permettent de déjeuner dans des restaurants avec des cuisiniers et avec une qualité extraordinaire. Donc, des mesures d'accompagnement. Et je finis sur les aides aux familles. Pour les enfants, la gratuité des rythmes éducatifs, c'est-à-dire permettre à nos enfants de pouvoir bénéficier d'activités qui sont des activités culturelles, artistiques, sportives, gratuitement, avec un niveau d'excellence. Ça, c'est aussi quelque chose, je vous assure, les Parisiens, les Parisiennes me le disent, s'ils devaient, notamment les classes moyennes, financer ce type d'activité sur leurs propres moyens, ça reviendrait beaucoup plus cher et on aurait une discrimination entre enfants, parce que ceux dont les familles pourraient se payer des activités privées artistiques ou culturelles pourraient en bénéficier et les autres non. Donc ce que l'on a fait aussi, c'est, et j'inscris vraiment ces mesures dans les mesures de pouvoir d'achat. Alors, Anne Hidalgo, on vous écoute, mais on a plein de questions à vous poser. Alors, voilà, Nicolas Maviel. Oui, on n'a qu'une heure. On n'a qu'une heure. On va aborder un thème qui a été placé notamment par vos concurrents au centre et concurrentes même, on peut dire, au centre de cette campagne, la sécurité. C'est pas forcément votre matière préférée. Il y a quelques années, vous étiez contre la police municipale. L'an dernier, en 2019, vous avez fait savoir que désormais, vous militiez pour la création d'une police municipale à Paris non armée. Pourquoi ce revirement ? Pourquoi ce changement d'opinion ? Qu'est-ce qui a motivé finalement de vous lancer dans cette demande qui était celle notamment de la droite parisienne pendant de nombreuses années au Conseil de Paris ? Non, d'abord, la droite parisienne n'a pas eu cette demande pendant de nombreuses années au Conseil de Paris, puisque tous les maires de Paris qui m'ont précédé étaient contre la police municipale. On va dire en tout cas ces dernières années. Voilà, ces dernières années, oui, je suis d'accord avec vous. Mais depuis que Paris a un maire, tous les maires avant moi ont été contre cette police municipale. Qu'est-ce qui a changé ? En 2015, il y a les attentats. Et en 2015, je constate que la police nationale est mobilisée sur des missions qui sont les missions de lutte contre le terrorisme.
pendant toute la période de Vigipirate, de Sentinelle, on a une baisse de la délinquance parce qu'il y a une présence militaire, d'ailleurs, pour l'essentiel à Paris, qui, sans doute, est suffisamment dissuasif pour aussi faire reculer la petite délinquance et la délinquance tout court. Et puis, je constate en 2016, 2017, qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une baisse des effectifs de police à Paris depuis l'époque de Nicolas Sarkozy, qui a fait perdre beaucoup de policiers à Paris. Et on n'est pas en train de les récupérer ou d'en avoir plus. Et je constate par ailleurs, 2017, 2018 surtout, que la police parisienne est essentiellement occupée à faire du maintien de l'ordre de manifestations. Donc lutte contre le terrorisme, maintien de l'ordre sur les manifestations qui ont démarré bien avant 2017. Voilà. Ça, des manifestations à Paris, ça... Oui, mais avec une augmentation... D'accord avec vous qu'il y a une certaine tradition aussi parisienne. Oui, mais avec une augmentation très importante qui fait qu'aujourd'hui, et ça c'est la Cour des comptes qui le dit, rapport de décembre 2019, si vous prenez les effectifs des policiers parisiens, ceux qui sont dans les commissariats, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de notre sécurité du quotidien, ils passent 2,5% de leur temps sur la voie publique. On ne voit plus de policiers sur la voie publique. Voilà. Donc la hausse de la criminalité et des délits à Paris, une hausse de la délinquance, bien sûr, très importante. Face à cette situation, il y avait deux options possibles. Dès 2015-2016, je discute avec le ministre de l'Intérieur, avec le gouvernement de l'époque, pour qu'il y ait des avancées. Et une des premières avancées qu'on a concrétisées dans une loi sur le statut de Paris en 2017, c'est notamment que Paris puisse récupérer les agents qu'on payait à la préfecture de police pour faire de la verbalisation sur le stationnement, puis qui en fait n'était pas vraiment occupé à ça. D'ailleurs, à l'époque, le préfet, c'était Michel Cadot, me disait chaque mois, quand je lui demandais les chiffres à la fois de la délinquance et les chiffres des recettes de stationnement, enfin des contrôles sur le stationnement, il me disait « J'ai honte, Madame la maire, je peux pas vous laisser ce service-là en l'état. » On était à 9% d'infractions constatées sur le stationnement à Paris. Donc, d'un commun accord, avec l'État et moi-même, on a décidé, dans la loi de 2017, d'inscrire le fait que ces personnels, quand même 1800 agents, revenaient dans le giron de la ville et que ça allait servir de base à la création, à la constitution d'une force de police municipale qui a pour rôle, partout en France, non pas d'être contre les grands trafics de drogue, contre le terrorisme, etc., mais de faire régner l'ordre dans la rue au sens où on respecte les règles du jeu, on sanctionne les comportements qui sont des comportements irrespectueux des personnes et de notre environnement. Et donc, nous avons travaillé sur ce point-là. Lorsqu'on a rapatrié ces 1800 agents, on s'est retrouvé avec une force de 3400 personnes, ce qui n'est pas rien. Il y avait 700 agents chargés en 2014 de la sécurité pour le compte de la mairie. Là, on s'est retrouvé avec 3400 agents, avec une formation, avec tout un travail. Et j'ai, dès l'année 2018, lancé un audit, lancé un travail pour la création de cette police municipale. Je savais que ma majorité n'y était pas favorable, que c'était un sujet un peu tabou, vous l'avez dit, c'est vrai, notamment dans un certain nombre de formations écologistes et de gauche, voilà, qu'il n'y était pas favorable. Mais je savais aussi qu'on en avait besoin parce que la question de la sécurité du quotidien était quelque chose de très important sur lequel les Parisiens m'alertaient, sur lequel j'avais fait un audit de la situation. Je n'ai pas pris cette décision comme ça un jour dans mon bureau, j'ai fait un audit de cette situation. Et donc, à partir de là, j'ai pris la responsabilité et la décision d'engager Paris dans la création de cette police municipale. Elle sera créée après les élections, je n'en doute pas, pour armée par armée. D'abord, de quoi parle-t-on ? On parle d'armes létales.
C'est évidemment que les agents municipaux qui aujourd'hui opèrent déjà sur le territoire parisien, ils ont un certain nombre d'armes, qui sont d'ailleurs celles de toutes les polices municipales dans le monde et en France. Il y a très peu de polices municipales en France qui ont opté pour les armes létales. Pourquoi ? Parce que le rôle de cette police municipale n'est pas le même que celui de la police nationale. La police nationale doit continuer sur la criminalité, les cambriolages et les trafics de drogue. Et cette police-là est une police du quotidien qui doit sécuriser, qui doit lutter contre le harcèlement, qui doit lutter contre, qui est capable d'interpeller des gens, évidemment, qui est capable aussi de relever des procès-verbaux, des infractions et d'obtenir des condamnations. Mais si les comportements humains sont plus durs dans la rue, il faut forcément sans doute qu'eux soient mieux armés aussi pour pouvoir répondre à ça. Mais vous n'allez pas, enfin j'espère que vous n'imaginez pas que la police même nationale peut user de son arme n'importe comment dans la rue, quoi. Enfin on est quand même face à un sujet très 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 sérieux que la plupart des maires de France et du monde ont réglé en disant une police municipale, elle ne sert pas exactement sur le même terrain que la police nationale et elle n'a pas besoin d'être armée. L'armement, c'est pourquoi faire. Alors on me dit pour qu'ils se protègent eux-mêmes. Vous mettez pas des policiers pour qu'ils se protègent eux-mêmes. Mettez des policiers, bien sûr, dans des situations qui leur permettent d'exercer avec les protections nécessaires et l'armement nécessaire. Mais vous mettez des policiers pour vous protéger, vous, pour protéger les citoyens. Donc je trouve que cet argument est quand même très étonnant. Il suffit de regarder des villes comme Londres, les Bobbies. Il y a une petite partie... Non, ils ont disparu, les Bobbies. Voilà, oui, ils ont un peu disparu, mais voilà, pendant longtemps, ils n'avaient pas... ils n'ont jamais été armés. Parce qu'on ne s'adresse pas non plus de la même façon à des personnes en uniforme qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous sanctionner si vous faites une bêtise, mais qui ne sont pas exactement dans le même rapport que celui de la police nationale. Et ça doit travailler ensemble. Ça sera davantage une police de l'incivilité, on va dire. C'est une police qui va pouvoir... vous savez, par exemple, dans la rue, si j'ai choisi pour animer et diriger cette police un grand commissaire parisien, Michel Felquet, par exemple, ils sont postés à la sortie des métros, métro Barbès, Château Rouge, le soir, souvent, ils me disent, on a souvent mis un arrêt à des violences qui risquaient d'être commises contre des femmes donc ils interviennent, ils sécurisent. Vous savez, moi je crois beaucoup à ce rapport d'abord de respect mutuel, évidemment, entre la police et les citoyens. Et je crois beaucoup à leur présence aussi pour ramener chacune et chacun à un comportement raisonnable. Vous savez ce que me disent les commerçants aussi dans un certain nombre de quartiers? Ils me disent, quand on voit arriver vos équipes, eh ben, on est rassuré. Souvent, ils viennent, c'est au moment où les commerçants sont en train de finir leur caisse, qui sont les moments un peu plus compliqués pour eux, de savoir qu'on connaît ces visages-là, qu'on sait qu'eux-mêmes connaissent le quartier, qu'ils savent comment vit un quartier. Tout ça est extrêmement important. Et je souhaite d'ailleurs, je finis là-dessus, mais dans l'organisation que je souhaite pour cette police municipale, je souhaite évidemment que l'on redescende à l'échelle de l'arrondissement. Alors, ce n'est pas une police municipale d'arrondissement, mais le maire d'arrondissement, les conseils de quartier, l'échelle de l'arrondissement doit pouvoir travailler aussi sur les priorités de cette police, parce que c'est aussi dans cet échange avec la population qu'on arrivera à diminuer les infractions, les incivilités et pacifier évidemment notre ville. Anne Hidalgo, la règle du jeu de ce Face au Presse Club, c'est aussi de donner la parole au public qui est avec nous ou ceux qui nous suivent en Facebook Live. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a des questions sur Facebook et puis je prends votre question après. Il y a beaucoup de questions, donc des questions courtes et des réponses courtes. Évidemment. On essaiera. Vous savez comment c'est. Voilà. J'essaierai. Alors, une question d'un journaliste qui nous suit effectivement sur Facebook et qui a noté, Madame Hidalgo, que vous citiez souvent Bertrand Delanoë dans votre campagne et il aimerait savoir si ce soutien est officiel. Je vais pas parler du soutien de Bertrand Delanoë. Je cite beaucoup Bertrand Delanoë pour dire deux choses. D'abord que j'ai beaucoup appris avec lui, que c'est une personnalité qui m'a permis aussi d'être maire de Paris et j'ai appris avec lui
ce rapport à la population, cette transparence, ce besoin d'honnêteté. Et ça reste pour moi une expérience majeure. J'ai été 13 ans sa première adjointe et je le cite en cela. Deuxièmement, je le cite souvent aussi pour dire que Bertrand Delanoë est un homme libre et que personne ne parle en son nom, pas même moi. Oui, Madame Hidalgo, vous avez déclaré il n'y a pas très longtemps que vous vouliez supprimer 60 000 places de parking dans Paris pour agrandir les pistes cyclables. Est-ce que vous pensez aux personnes qui ne peuvent pas faire de vélo? Est-ce que vous pensez aux commerçants chez lesquels les gens vont avec leur voiture pour acheter ce qu'ils doivent acheter? Vous ne pensez pas à tout ça? Et ça, je crois que c'est dramatique. Est-ce que vous pouvez nous dire 60 000 places, sans compter... Pardon? Vous êtes quel média? RCJ. D'accord. Et 60 000 places, est-ce que vous vous rendez compte ce que ça représente? Et puis en matière de stationnement, quand on voit à quel point vous traquez les gens, 50 € pour 10 minutes ou un quart d'heure, c'est absolument inadmissible, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre pour la suppression des 60 000 places de parking? Vous vous rendez compte un peu? Attendez, on se calme, voilà, on est là, voilà. Mais vous avez bien compris, de toute façon, Anne Hidalgo, ce n'est pas complètement une surprise pour vous d'apprendre que votre politique en matière de circulation urbaine ne fait pas l'unanimité dans cette ville. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de soutien aussi. Hein. Alors, d'abord, les 60 000 places de parking, ça fait beaucoup parler quand même. 60 000 places de parking sur le double. Hein. Enfin, en gros, c'est la moitié des places de parking de surface. Vous supprimez la moitié des places de parking de surface. Pourquoi faire? D'accord? Pourquoi faire? D'abord, il faut, je le dis ici, réduire la place de la voiture dans Paris. Et ça, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de Parisiens et de Parisiennes qui souhaitent qu'on continue à diminuer la place de la voiture parce que c'est la principale source de pollution et que la pollution est un poison invisible qui tue, qui rend malade et et il nous faut absolument lutter contre la pollution. À quoi vont servir ces places qui vont libérer de l'espace sur la chaussée? À plusieurs choses. D'abord, un certain nombre d'entre elles seront transformées pour des stationnements pour personnes à mobilité réduite, des places de livraison. Un certain nombre d'entre elles seront transformées pour élargir les trottoirs, c'est-à-dire permettre de mieux se déplacer et de marcher sur les trottoirs. Et un ensemble d'autres places serviront à élargir ou à construire des pistes cyclables dans des rues où on ne peut pas continuer, et d'ailleurs je ne l'ai pas fait sous ce mandat, continuer à prendre la place des pistes cyclables sur les piétons. C'est sur la voiture qu'il faut aller chercher de l'espace. Vous l'avez fait rue Lecourbe? Très clairement, oui, bien sûr. Et oui, parce que ça... Alors, je connais mon 15e arrondissement. Moi aussi. Et en fait, c'est une bonne remarque. Pourquoi on l'a fait rue Lecourbe? Parce que, en fait, dans le 15e, ça faisait des années qu'on n'arrivait pas à faire bouger le maire du 15e sur les questions relatives aux pistes cyclables. Je me souviens, il y a longtemps, ce n'était pas sous cette mandature, mais la deuxième mandature de Bertrand Delanoë, il avait même fait une manifestation pour empêcher la piste cyclable boulevard Garibaldi, où ces élus s'étaient allongés par terre pour empêcher les pelleteuses de faire ces pistes cyclables. Alors, on a trouvé un compromis. On a trouvé un compromis avec lui et avec l'association des commerçants de la rue Lecourbe et de la rue Cambronne. Et on s'est mis d'accord sur un trottoir élargi, mais qui prenait effectivement, vous avez raison, sur le trottoir. Mais grosso modo, ce n'est pas ça le modèle d'aménagement de pistes cyclables qui a été le nôtre. Donc les places de stationnement, très clairement. L'objectif, il est clair pour moi. Toutes celles et ceux qui peuvent se passer de la voiture individuelle doivent pouvoir s'en passer. Pour cela, il faut effectivement des alternatives. Les alternatives, c'est les transports en commun, c'est des navettes, par exemple, un certain nombre de navettes dans le programme du centre de Paris, des arrondissements centraux. Il y a une proposition de navette qui vient des habitants, des petites navettes électriques dans lesquelles on pourra monter, rejoindre plusieurs lieux de l'arrondissement, se connecter avec d'autres moyens de transport. Et c'est une proposition qui émane directement des habitants
qui sont ceux qui ont demandé d'ailleurs la piétonisation du centre. C'est une demande des habitants. C'est pas, voilà, on ne s'est pas érigé comme ça. C'est eux qui nous ont demandé et on les suit parce qu'on pense qu'ils ont vraiment raison et que d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe partout dans le monde. Il n'y a pas une ville au monde qui dit aujourd'hui, super, on va continuer à privilégier la voiture individuelle pour tous nos modes de déplacement. Donc bien sûr qu'il faut être raisonnable et pragmatique en tout. Offrir des possibilités d'alternatives à nos déplacements. Mais vous savez, je crois vraiment, bon ici on n'est quand même pas tous hyper jeunes. Aujourd'hui, je me mets dedans. Je me mets dedans. Vous avez plombé l'ambiance là. Non. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous disons nous ici n'est pas du tout la même chose que ce que nous disent nos enfants et les jeunes. Ils nous disent on veut respirer, on veut une ville dans laquelle on puisse entendre le bruit des oiseaux, dans laquelle on puisse se déplacer en transport en commun, dans laquelle, par exemple, nos aînés ou les personnes à mobilité réduite soient accompagnés, bien sûr. Pour eux, évidemment, le besoin d'un véhicule peut être l'expression même d'un déplacement. Mais quand même, pour tous les gens qui peuvent faire autrement, il va falloir aussi passer à quelque chose qui, sur le plan de l'engagement citoyen, vous savez, en fait, qu'on le veuille ou non, on est obligé de considérer l'écologie comme un élément, je ne dirais pas de contrainte, mais qu'il va nous falloir intégrer dans tous nos modes de vie. Et ce qu'on propose là, ce que je propose d'ailleurs, qui est regardé aussi par beaucoup d'autres villes, je m'inspire de beaucoup d'autres villes, vous savez, on n'est pas les seuls, heureusement, à faire ça. Regardez Copenhague, mais regardez aussi toutes les grandes villes nord-américaines, etc. Tous, on va dans le même sens. Il n'y a pas un maire d'une grande ville du monde qui n'aille pas dans ce sens-là. Il faut regarder les choses aussi telles qu'elles sont. On passe juste à l'aune de ce que l'on peut considérer à un moment comme une privation de liberté. Mais moi, ce que je veux, c'est se donner d'autres libertés pour se déplacer. Je pense que la voiture, c'est aussi une forme de dépendance. C'est une forme de dépendance dont on doit pouvoir se guérir. Mais Karine Bécard. Cette question, elle pose quand même aussi la question de la méthode Hidalgo. Vous décidez, et un politique est là pour décider, mais il me semble, j'espère ne pas me tromper, qu'un politique est aussi là pour organiser la vie de ses concitoyens. Donc quand on prend une décision aussi radicale, en tout cas vue de là, de 60 000 places de parking qui effectivement n'existeront plus bientôt, comment est-ce qu'on l'organise ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on chemine pour bien arriver sûr. jusque-là, pour pas Bien perturber Si vous avez bien lu mon programme, la méthode est précisée. Nous ferons les assises du stationnement et des déplacements dans Paris. Donc évidemment qu'on va prendre le temps avec les maires d'arrondissement. Donc la décision n'est pas prise. La décision le cap est fixé. Le cap est fixé. Mais comme vous savez, en 2014, j'ai été élue avec un élément très clair dans mon programme qui était la piétonisation des voies sur berge. D'accord ? C'était, voilà, il y avait un débat. C'était vraiment le sujet de la confrontation de 2014, il était là-dessus. Je suis élue. À partir de 2014, on engage conférences de citoyens, concertation, travail dans les arrondissements, etc. Et ça prend 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire un demi-mandat pour peaufiner une décision et ensuite, évidemment, la mettre en œuvre. Donc pas de regret dans la manière dont vous l'avez mise en œuvre, parce que cette décision-là, elle vous est souvent contestée justement. Je pense qu'elle est plutôt appréciée aujourd'hui par celles et ceux qui profitent des berges piétonnes, qui sont beaucoup plus nombreux que ceux qui circulaient en voiture. Et par ailleurs, la question de la méthode, elle est intéressante, mais la question, c'est plutôt faire ou ne pas faire. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut reprocher à des responsables politiques de prendre 3 ans, c'est-à-dire la moitié d'un mandat, pour préparer une décision qu'ils mettent en œuvre avant la fin de leur mandat ? Vous n'avez pas le 49.3. Et heureusement, voilà. Et j'en veux pas. Une question, on a le temps de prendre une question dans la salle. Toujours dans la liberté des transports. Dans votre programme, vous proposez l'extension de la gratuité des transports pour les jeunes de moins de 18 ans. Alors la question que l'on se pose, c'est pourquoi maintenant et pas dès 2014 ? Et avons-nous trouvé de nouvelles sources de financement pour pallier au manque de données que cette mesure pourrait produire ?
D'abord, pourquoi maintenant? Vous avez une question d'un pas trop vieux, là. C'est bien, c'est bien. Parce que Paris ne s'est pas fait en un jour. Hein. Vous savez, si on avait des baguettes magiques, on pourrait tout faire. Et puis, parce que c'est vrai que sur la question des ressources, nous avons été très impactés pendant ce mandat, notamment par des baisses de dotation, un choc budgétaire majeur, pas lié à notre gestion, hein, lié aux dotations de l'État. En gros, sur le mandat, sur les 6 ans, nous avons eu 4 milliards d'euros de moins de dotation de l'État. Donc c'est vrai qu'il a fallu chercher des ressources dans la dynamique de l'activité parisienne. Et je pense qu'on a été vraiment très aussi porteur de l'attractivité parisienne pour générer de nouvelles ressources. Donc nous avons décidé de prendre différentes catégories de population. D'abord les personnes âgées, parce que c'était pour moi la priorité. Elles subissent une perte de revenus lorsqu'elles arrivent à la retraite. Elles sont hyper actives, hyper présentes dans la vie démocratique. Donc j'ai souhaité, vous savez, vous faites des priorités hein, en politique. Ceux qui vous expliquent que demain il rase gratis, mais bon, vous avez une petite barbe, donc ça ne vous inspirera pas trop le je rase gratis. Mais ceux qui vous expliquent ça ne sont pas très sérieux non plus. Donc voilà, c'est un ordre de priorité. Aujourd'hui, nous considérons qu'il faut aller plus loin sur la gratuité des transports et notamment viser tous ces publics de personnes qui ne bénéficient pas des remboursements transport au titre de leur activité professionnelle, salariée ou pas d'ailleurs. Et donc, les jeunes font partie de cela. Les ressources, nous avons décidé dans le budget qui sera alloué notamment à cette mesure de gratuité, d'en faire, là, pour le coup, une priorité. C'est vrai que parfois, on m'a dit, mais sur quelle base, etc. J'ai dit, pour les mesures de gratuité que nous avons passées, qu'on les avait financées, c'est vrai, hein, sur la pub. Si je pouvais me passer de la pub, je m'en passerais, mais alors vraiment volontiers. Mais c'est vrai que jusque-là, je n'avais pas trouvé comment me passer de ces 40 millions d'euros par an pour financer ces mesures de gratuité. Mais j'espère et je compte aussi quand même sur la dynamique de l'activité parisienne pour pouvoir générer des recettes qui permettront de financer notamment cette gratuité. Allez, dernière question là, dans la salle. Merci. Bonjour Madame Hidalgo, je suis Laurent Turpot. Je ne suis pas journaliste, mais je dirige la communication chez Coca-Cola. Et j'étais très intéressé par votre ambition d'une ville sans plastique à usage unique. Et comme vous, nous partageons l'idée que c'est terrible de voir des bouteilles en plastique qui ne sont pas collectées. En revanche, quand elles sont correctement collectées et recyclées, leur bilan carbone est nettement supérieur à toutes les autres solutions alternatives. Donc je veux savoir si vous ne pensez pas que ce serait bien de reconsidérer ça et de se dire que finalement, une bonne collecte et un bon recyclage est peut-être mieux qu'une interdiction simple du plastique à usage unique. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs voies et que la voie du recyclage, pour ce qui existe, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, plutôt sur nos modes de production et qu'on aille vraiment vers l'interdiction des plastiques. Hein. On voit très très bien ce qui se passe aujourd'hui dans nos fleuves, dans nos rivières, dans les océans. Même si ça ne fait pas les affaires de Coca-Cola. Eh ben, mais Coca-Cola a des bouteilles en verre. Ça peut faire nos affaires parce qu'on sait voilà, produire. Mais je ne suis pas là pour faire la promotion de Coca-Cola. Non, je pense qu'il faut... Vous savez, je crois que justement, ce qui est intéressant dans la transition écologique et énergétique, c'est qu'il faut l'aborder de façon très libre et uniquement à travers l'intérêt général et pas l'intérêt de telle ou telle activité qui aurait envie qu'on poursuive encore un peu, y compris en s'inscrivant dans un processus plus vertueux, puisque le recyclage, c'est quand même un peu plus vertueux que pas de recyclage du tout. Mais je crois que ce qui est intéressant dans la transition écologique, c'est justement de voir aussi le changement de modèle. On doit aller vers un changement de modèle parce qu'on voit bien, nous consommons les ressources de la planète, nous rejetons des déchets qui sont en train de tuer la faune, la flore, qui sont en train de modifier les courants même à l'échelle du globe. Regardez, c'est pas un sujet qui concerne Paris, mais
mais vraiment qui me préoccupe beaucoup parce qu'on est très proche de nos outre-mer et de nos ultramarins, la question des sargasses. Regardez ce qui est en train de se passer dans nos Antilles avec le déferlement de ces algues qui viennent pourrir sur les côtes. Et aujourd'hui, les autorités publiques sont en train d'imaginer des déplacements de population parce que en séchant ces sargasses, sont des algues, génèrent des gaz qui sont extrêmement nocifs pour la santé des personnes. Les appareils électroménagers survivent 6 mois. 6 mois. Vous imaginez nos poumons, combien de temps voilà. Et donc, nous sommes confrontés à une situation où, en fait, l'impact de chacune de nos décisions a des conséquences très, très importantes sur le reste de la planète. Et la question des plastiques est une question majeure. Il faut vraiment que l'on aille vers le bannissement de ces plastiques et que l'on passe à d'autres formes de contenants pour pouvoir, là aussi, moins déverser de déchets, enfin, ce que cela produit dans les océans. Le bateau Tara est taqué aujourd'hui à Paris avec une exposition justement sur les plastiques et les désastres qu'ils sont en train de générer partout sur la planète, mais aussi dans nos fleuves. Il y a des équipes de chercheurs qui sont en train de travailler sur les grands fleuves au niveau national. Je vous assure qu'on ne peut pas prendre ces sujets à la légère et qu'il y a vraiment urgence à sortir de l'usage du plastique. Bon, eh ben merci Anne Hidalgo. Vous voyez, Merci je vous appelle plus vous. Isabelle, Hidalgo Merci. déjà. On a évidemment des tonnes d'autres questions à vous poser, mais vous savez, on va les remettre dans notre sacoche et puis vous reviendrez nous voir. Des tonnes de réponses à vous faire. Applaudissements pour Anne Hidalgo et merci d'avoir été nombreux. Merci beaucoup. À ce Merci Face au pour public. votre accueil. Merci. Merci beaucoup.